Bonjour et bienvenue dans l'émission Roller Coaster Show, l'émission des ambitieux et des entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Josian qui vient tout droit des États-Unis. J'ai traversé 8 États. J'étais condamné à aller de l'autre côté. Je lui dis non, je pars de suite, je visite pas Chicago, je vais de suite sur la route 66. Alors, tu arrives des US. Oui, des US, c'est tout frais, tout frais. Un vrai parcours. Un vrai parcours, oui, de 3900 km. Oui. On va en parler, j'ai reçu ton dessin. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de qu'est-ce que ça t'a fait de refaire cette rétrospective de ton parcours? Ça m'a un peu plus prouvé que j'ai eu du mérite d'avoir cette régularité sur 90 jours. Au départ, j'avais prévu 100 jours et donc j'ai réussi à le faire en 90 jours. Mais c'était vraiment répétitif. Le dessin représente bien ce que j'ai vécu. Donc c'est des choses qui sont répétées tous les jours. Mais voilà, c'était... Et donc refaire ce dessin avec au stylo, tu t'es réimmergé dans des souvenirs. Complètement. C'est pour ça que je pars directement du départ. Voilà, j'ai vécu, j'étais dans mon circuit, quoi, là. Donc on repart au départ du roller coaster. Donc toi, tu es quelqu'un de sensation, j'imagine. Oui, j'aime bien ça. Oui, voilà, les sensations un peu d'un tout. C'était un peu mon mode de vie. Ouais. Donc le petit Josian, sportif dès le départ, j'imagine. Très tôt, oui, très tôt. Déjà tout jeune, j'aimais bien la course à pied. Et voilà, je suis pas arrivé du jour au lendemain à faire la route 66. C'est pas venu comme ça. Hein. De toujours, j'aime bien me courir, mais jusqu'aux longues distances. Hein. Et donc la petite histoire, c'est fait qu'à 17 ans, je me suis mis au bord de la route au Baccaré, chez moi à Saverdun, oui. Et je suis parti faire le tour d'Europe en stop, et donc en marchant aussi, hein, beaucoup de marches. Et j'ai fait le tour du stop, le tour en stop. D'accord. Et donc à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait pas. Je suis parti sans téléphone, sans rien. Et j'ai même pas dit à mes parents. Je me suis mis au bord de la route parce qu'ils m'auraient peut-être empêché d'y aller ou autre. J'ai attendu qu'ils partent au travail et je suis parti comme ça. Donc tu écrivais des lettres à ta mère pour la oui, c'était la carte postale, quoi. C'était la carte postale que je lui ai envoyée depuis Berlin, depuis un peu partout, quoi. Donc premier départ en Europe. C'est ça. Donc là, ça t'a donné envie d'en faire plus. Tout à fait. Bon, après, j'ai fait ce qu'on appelle une carrière de rugby jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après, j'ai basculé directement je suis revenu un peu à la course à pied, et avec des ultras plutôt. Je me dirigeais plutôt dans une course un peu longue, quoi. Endurance, ultra, des choses comme ça. Donc là, tu peux nous en dire plus sur quelles ont été toutes les courses phares que tu as fait tout au long de ta carrière? Les courses les plus connues, peut-être, il y a le marathon des Sables. Il y avait les 6 jours d'Antibes, les 100 km de Millau, des choses comme ça, ou le Spartathlon à Athènes. Voilà, ça m'a permis d'acquérir une certaine expérience. Et c'est quoi l'état d'esprit, la préparation mentale que tu mets en place à chaque fois que tu parcourir Il faut rentrer dans ce qu'on va faire. Et puis, moi personnellement, je me mets des barrières très hautes, mais inconsciemment presque, je dirais. C'est-à-dire, je me dis, par exemple, pour ce que j'ai fait là, j'avais dit, je ferai un marathon par jour pendant 100 jours. Je ne sais pas d'où c'est venu, inconsciemment, je me suis dit, peut-être ça doit être réalisable. Voilà. Et donc c'est au mental, quoi, c'est au quotidien. C'est du mental, voilà, oui, il y a tout un environnement qui fait que on pense à certaines choses, c'est par palier quoi, que ça se passe. Et donc voilà. Ça nécessite une vie très saine, j'imagine, en termes de préparation physique, d'alimentation. Oui, et d'expérience, oui. Après, je dirais que je vis comme monsieur tout le monde, quoi, mais j'aime bien aussi un peu la bonne fête, quoi, mais c'est vrai que sur ces moments-là, je suis un peu plus rigoureux, quoi. Alors, on va parler de ce super projet que tu viens de réaliser, incroyable. Un moment hyper fort dans une vie, j'imagine. Tu es le seul Français. C'est ça. Même pas le seul Français, en fait, tu es la seule personne. Aujourd'hui, on essaie de regarder, mais je suis la seule personne à avoir couru la route 66. En autonomie. En autonomie. Il y a des gens qui l'ont faite avec assistance. Et moi, je l'ai faite tout en autonomie. Mon seul compagnon de route, c'était mon sac à dos. Donc, c'est quoi le parcours psychologique que tu as mis en place pour établir tout ce process,
ce chemin, t'es parti, ça faisait longtemps que tu préparais ça ou? Non, non, justement, le déclic, ça a été un peu quand j'ai traversé l'an dernier les Pyrénées, chez nous, en Ariège, donc de Banyuls à Hendaye. Je faisais déjà, enfin, c'était une course là. Hein. C'était une course où il fallait faire minimum 50 km par jour pour rester dans le timing. 50 km par jour avec 3000 à 4000 mètres de dénivelé. C'était la Transpyrénéa. Et voilà, donc je suis pas arrivé dans les premiers, mais je l'ai bouclé dans le timing. Donc ça, c'était tes préparations avant de partir? Voilà, c'est ça, la préparation. Mais je pensais pas encore tout à fait à la route 66. Ça mûrissait, mais bon. Mais après, quand j'ai eu terminé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire, quoi, puisque j'allais faire moins de kilomètres, c'était plat, et c'était pas une course. Donc j'allais me le gérer un peu comme je le souhaitais. Alors, pourquoi la route 66? Quel a été le point de départ de cette volonté de la route 66? Parce que tu aurais pu aller en Australie, tu aurais pu... Oui. Bah, la route 66, par ma génération, moi j'ai 64 ans, et donc voilà, tout ce qui est culture de la musique, les films, bon, on nous a tout le temps parlé de l'American Dream. Voilà, c'est ça, ouais. Et la conquête de l'Ouest, tout ça, et ouais, tout ça, ça m'a passionné. Alors quand j'associe, je suis à la retraite, donc j'avais du temps, j'aime courir, j'aime l'endurance, et j'aimais la route 66, donc il n'y avait plus qu'à y aller. Et tu n'as pas fait ça pour juste toi-même? Tu es plutôt quelqu'un d'orienté sur les autres, donc c'était un peu aussi une volonté d'aider une cause. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Parler de cette association déjà pour la traversée des Pyrénées, j'avais soutenu une association dans mon village où il y a un petit garçon, Liam, qui est atteint d'une maladie. Et à partir de là, en faisant un projet beaucoup plus grand, il y avait plusieurs enfants sur Saverdun aussi qui sont malades. Il y a Daryl, il y a Liam, il y a Elicia. Donc, je me suis dit, il faudrait faire que je travaille, enfin que je fasse quelque chose en retour. Et c'est l'association Un Maillot pour la Vie qui m'a amené un peu à les mettre en contact et à travailler. Donc, pour aider les enfants hospitalisés. Tout à fait, voilà. Donc, tu as couru pour eux. J'ai couru pour eux et quelque part, quand c'était des fois difficile, c'était une source de motivation aussi, quoi. Par les messages que je recevais, des choses comme ça, c'est formidable. On revient sur le dessin, donc on voit des vaguelettes chaque jour. Donc tu es parti de Chicago. Chicago, voilà. C'est le point de départ qui est bien déterminé avec un poteau à un centre-ville de Chicago et qui donne le départ de la route 66. Donc là, tu es tout seul avec ton petit sac à dos. J'ai donc la personne qui m'a accueilli la veille et je lui dis non, je pars de suite, je visite pas Chicago, je vais de suite sur la route 66. J'étais vraiment fixé là-dessus et voilà, donc j'ai démarré. Il m'a amené à ce point de départ en voiture et de là je suis quand même parti, voilà, c'était lancé. Et donc tu pars avec un sac à dos de rechange, des baskets. Voilà, un sac à dos et des baskets, qu'une paire de baskets, parce que l'idée après c'était de m'acheter tout sur place, quoi. Ouais. Et là, tu es parti dans ta tête, tu t'étais dit, je pars pour combien de temps? Tu avais une idée, tu avais un challenge? Alors voilà, toujours pareil, je ne me suis pas mis de la pression. Je me suis dit, peut-être que je finirai sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce que j'avais même pensé à avoir un retour sur janvier ou février 2025, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, tu n'avais pas du tout de... Non, je ne voulais pas me mettre de pression, je ne voulais pas me mettre... Mais quelque part, toujours pareil, l'inconscient, j'avais fixé mes 100 jours, marathon par jour, c'était... Donc ça rentre... Il y avait un challenge. Et voilà. On ne veut pas le reconnaître, mais... Donc les premiers jours commencent. Quelles sont les premières anecdotes, les premières rencontres avec les Américains quand ils t'ont vu avec tes drapeaux français américains sur ton petit sac à dos? Mais très bonne approche, c'était incroyable parce que j'avais des a priori, parce que quand je présentais mon projet avant de partir, personne ne voulait y croire. Ouais. J'avais mes proches et tout ça, pour eux c'était... Et ils me mettaient en garde par rapport à beaucoup de choses et ça m'a, quelque part, ça m'a servi aussi parce que j'étais prudent sur beaucoup de choses. Il faut être prudent. Mais les anecdotes, c'est déjà, je parle très mal anglais.
je dirais presque, et être parachuté comme ça. Je me suis senti parachuté à un moment donné à Chicago et je me suis retrouvé sur des grandes routes. Après le problème aussi des unités de mesure, puisque les miles et les Fahrenheit, voilà, il fallait que je convertisse rapidement tous ces éléments-là. Les premiers jours ont été assez durs quand même. Et donc finalement, tu cours toute la journée, Voilà. tu penses à rien qu'à la course, ou Qu'à la- t'attends justement de... Non, je pense plutôt à la course, voilà, l'organisation, où j'ai mes hébergements, puisque j'ai rien prévu. Je peux pas réserver mes hôtels parce que je parle pas anglais. Bon, j'avais un copain qui était aux États-Unis, qui m'a donné quelques coups de main par téléphone, quoi. Je lui disais vite appelle le truc parce que je n'ai rien pour dormir, essaie de voir s'il n'y a pas un Airbnb ou des choses comme ça, quoi. Et je me débrouillais comme ça, quoi. Et tu as réussi à dormir même parfois dehors. On a vu Ça, des c'est vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai dormi plusieurs fois dehors. Et c'est des vidéos que j'ai pas montrées de suite parce que c'était mon fils qui alimentait les réseaux sociaux. Et je l'ai pas montré de suite parce que quand j'ai vu les vidéos, c'était assez décourageant. J'avais peur de faire peur à ma famille. Pendant 3 jours, j'ai dit, et puis au bout de 3 jours, il m'a dit, mais où c'est que tu as dormi? On a aucune nouvelle, on sait pas qu'est-ce que je mets sur les réseaux. Je lui ai commencé à lui envoyer une vidéo et je crois qu'il a dû avoir peur. Parce que là, tu dormais comme tu pouvais, dans des endroits plus ou moins sécurisés. Ah oui, parce qu'en plus on m'avait mis en garde en me disant bon, tu peux pas dormir n'importe où aux États-Unis, ils aiment pas les gens comme ça, les vagabonds. Et donc j'attendais que la nuit tombe. Et je repérais un endroit et voilà, je dormais comme ça avec ton sac à dos. le sac de couchage, Le sac à dos qui me servait un peu de coussin, tout simplement. Oui. Donc là, les premiers jours avancent, donc Chicago. Après, donc, tu continues ton chemin. Voilà, j'ai traversé 8 États. Donc ça, c'était... après, je suis arrivé rapidement au Missouri. Après, j'ai eu le Kansas et l'Oklahoma, enfin, ainsi de suite. Et Voilà. donc, cette différence de paysage, de rencontres, ça a dû être impressionnant de te retrouver dans des lieux où il n'y a rien, finalement. Oui. Sur des routes où il ne se passe rien. Voilà, il y a de longues lignes droites. Même j'ai eu des jours où j'avais 40 km de ligne droite. J'étais sur Strava, là, je passais ça à des copains. J'avais un point là, mais alors tout droit. 40 km. Jamais découragé. Tu t'es pas dit à un moment donné. Ouais, ça surprend un peu tout le monde. Je me posais même pas la question. J'avais une ligne droite, je savais qu'elle y était. Et tu as toujours été c'est-à-dire que tu n'as jamais eu à prendre de voiture ou de. Tu t'es toujours trouvé en situation. Ah oui, tout le temps. Le seul moment où j'ai pris une voiture, c'est la 3e fois où j'ai eu un contrôle de police. Et il m'a dit, soit vous sortez à la prochaine sortie en marchant, et soit je vous amène. Et j'ai dit, pourquoi pas faire un tour de voiture de police américaine? Et je suis monté dans la voiture. Les Américains t'ont bien reçu. Très très bien, ouais. J'ai été agréablement surpris, comme je disais tout à l'heure. Le fait que justement je sois en tenue de sport, avec les 2 drapeaux, c'est eux presque souvent qui venaient vers moi. Et qui me posaient des questions. Et alors là, de suite, c'était « Oh my God !» Ils sont fous, ces Français. Ah oui, c'était surprenant, voilà. Et donc, dans tout ce parcours, donc là, il n'y a pas eu un moment, parce que chaque jour, répétition de toujours la même chose. À quel moment tu t'es jamais dit je repars en France, c'est bon, non. C'est-à-dire, dès le départ, ouais, dans ma tête, j'étais assez, vraiment très motivé, mais au-delà, même en allant plus loin, quoi. Je m'étais mis des mots clés et forts. J'étais condamné à aller de l'autre côté. Sinon, c'était, comme tu dis, c'était j'arrête, quoi. Donc, quand je savais que j'avais une étape de 65 km sans ravitaillement, les premières que j'ai faites comme ça, j'ai essayé je me le préparais le soir dans ma tête. Je me trouvais plein de solutions, de paramètres pour essayer Et c'était le matin que j'avais dans ma tête un peu structuré. Je faisais la moitié le matin, la moitié l'après-midi. J'arrivais à le découper pour que ce soit moins impressionnant. Et donc finalement, humainement, donc ta tenue, la détermination, c'était de la famille derrière aussi, j'imagine, qui t'a soutenu dans ce projet.
Oui, l'association. il y a l'association, il y a les réseaux sociaux avec les messages que je recevais et des fois qui sont très très touchants. J'avais même des gens malades qui ont des maladies, des cancers, et qui me disaient que c'était une source de motivation pour eux, que je les tirais vers le haut. Quand on reçoit des messages comme ça, c'est très 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 fort, quoi. Tu arrives dans la vallée du désert, la vallée de la mort, pardon. Oui. Là, ça a dû être à couper le souffle. Alors la vallée de la mort, elle est à peine un peu plus loin, mais enfin, on Tu as sait. traversé le désert. Voilà, c'est un désert de plus de 140 km et là sans rien. Parce que même la route 66 était barrée. Mais comme moi je voulais respecter le fait de rester sur l'original de la route 66, ben je l'ai faite entièrement. J'ai fait 140 km sans voir personne. Quelques locaux qui étaient en 4x4, qui contournaient, enfin qui étaient sur des chemins de terre. Mais voilà, j'ai passé 3 jours avec la belle étoile. Enfin voilà. Et les gens se posaient pas la question de se dire, Si, enfin, c'est là où je voyais que c'était, enfin, pour eux, ils s'arrêtaient. Une voiture sur deux, même si elles n'étaient pas nombreuses, les gens locaux s'arrêtaient pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, si ça allait bien. Ils étaient surpris, quoi. Ah, c'est étonnant. Ils se disaient, ouais. Marche sur le désert. Donc ça, sur les meilleurs moments que tu retiens de cette expérience, quels ont été les moments les plus forts pour toi, si tu en as quelques-uns à nous partager Le plus fort, c'est la rencontre des gens. Il y a même des gens qui ont fait jusqu'à 40 km pour venir me rejoindre, m'amener un ravitaillement, quoi. Des choses comme ça, c'est de belles images, c'est magnifique, quoi. Après, une autre, bon, un peu parce que j'étais en relation avec un réseau aux États-Unis, Route 66, et Fan de la Route 66 s'appelle, et j'avais des gens même qui m'aidaient parce que des fois, il y a l'administrateur qui me suivait aussi, mettait des messages en disant Josiane n'a pas notre French Runner qui est à pied, n'a pas d'hébergement ce soir, qui pourrait trouver une solution pour lui? Bon, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu une dame, par exemple, qui m'a hébergé dans sa caravane pendant 2 jours. D'accord, donc oui. partage. Ah oui, c'est... Donc, je vois quand même qu'il y a une ascension sur le dessin. Est-ce qu'il y a eu des moments, parce que là c'est très régulier, donc dans ta tête c'était vraiment très militaire finalement? Oui, c'est un peu ça. J'ai un ami qui me disait, oui, le plus dur, ça va être de remettre le couvert tous les jours, quoi. Et c'était un peu ça, quoi. C'était répétitif. Et puis il fallait que ce soit rigoureux, quoi. Parce que je voyais pas le temps passer. La journée passait très très vite. J'avais tellement de choses à faire, même si ça paraît déjà, bon, l'étape c'était une chose, mais quand j'arrivais au motel, c'était déjà laver mon linge, parce que tous les jours je faisais la lessive, puisque je n'avais pas grand-chose pour me changer. Je devais me ravitailler. Je tenais un petit journal aussi, parce que peut-être l'idée de faire un livre derrière. Donc j'avais des journées très 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 chargées, quoi. Et finalement, ta journée, elle se séquençait comment? Je faisais une partie le matin. Et puis, c'est fonction aussi de la météo. Par exemple, au début, j'ai démarré, il faisait plus de 35 degrés. Et donc, je me levais le matin à 4 heures pour partir vraiment entre guillemets, à la fraîche, hein, pour éviter l'exposition au soleil, quoi. Et après, c'est là où j'ai rencontré aussi beaucoup de touristes, quoi. Septembre, octobre, il y avait beaucoup de touristes, les bikers, donc les gens s'arrêter, enfin 2 ou 3 par jour au moins, mais ça me remotive un peu, s'arrêter pour m'encourager ou m'amener des ravitaillements ou des choses comme ça. Par contre, après, le courant de novembre, les bikers, les touristes, tout le monde avait disparu. Là, c'était un peu plus dur, ouais. Et en plus, il y avait le désert, alors c'était... Comment tu t'es senti quand tu es arrivé à la fin du parcours? C'était quoi pour toi le point déjà de fin de parcours? Voilà, moi, c'était depuis le début, je me représentais le panneau. J'avais dans ma tête le panneau, il me fallait le toucher, voilà. Et ça, c'est un moment fort, quoi. Ça me revenait souvent, il me fallait toucher ce panneau. Et quand je suis arrivé, je suis allé toucher le panneau, c'était vraiment Décompression? une décompression. Ouais, une décompression, ouais. Et donc là, tu as réuni une certaine somme d'argent en plus à la vocation des enfants? Oui, on a collecté on est à 25 000 €, et on avait dépassé un objectif. À un certain moment, en milieu de course, j'avais passé un message sur les réseaux en disant ça serait bien d'arriver à se fixer un objectif tous ensemble. Je les avais mis un peu et je les avais impliqués à se fixer un objectif de 20 000 €.
Et puis, ça a accéléré et on a dépassé les 20 000 €. Donc ça sera pour un projet pour les enfants hospitalisés. C'est ça, hein, l'association Un maillot pour la vie qui accompagne les enfants sur les hôpitaux, enfin les hôpitaux et même les enfants qui ne sont pas en hôpital, mais voilà, qui peuvent les amener sur plein de manifestations sportives, culturelles et autres. Voilà. Donc toi, tu t'es engagé auprès de cette cause-là. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, énormément, Depuis parce que, longtemps. comme je disais, oui, voilà, aider les enfants qui n'ont pas cette chance de pouvoir faire, se déplacer librement, faire beaucoup de choses comme ça, quoi. Aujourd'hui, moi, je n'avais pas le droit de me plaindre, quoi. C'est pour ça que la motivation, elle arrive naturellement, quoi. Quand on reçoit des messages et que toi, tu peux courir, tu peux marcher, tu peux faire, voilà, tu peux vivre librement, même à 64 ans. Autant ces messages m'attiraient vers le haut, mais j'ai touché les enfants, j'ai touché les gens qui ont mon âge ou plus âgés. Enfin, j'ai aidé plein de gens, enfin aidé indirectement, mais le peu que j'ai pu faire, ça m'a boosté aussi. Bravo Josian et Merci. merci d'être venu dans le Roller Coaster Show. Merci beaucoup. Je t'invite à signer ton ticket. Et on se retrouve tous ensemble. J'espère que vous avez aimé cet épisode qui vous a inspiré. Courez, continuez à rêver. On se retrouve dans le prochain